Mes lapins, dans l'épisode 2, le 19e en vrac, je vous ai présenté la folle maison-musée dite Layton House que j'ai visitée à Londres et qui avait été conçue par Sir Frederick Layton. Si vous avez vu l'épisode, si ça n'est pas le cas, allez-y, vous allez en prendre plein les mirettes, vous avez compris que si Sir Frederick Layton a créé cette incroyable maison, c'est qu'il avait une grande sensibilité esthétique, mais aussi, comme on l'a évoqué dans l'épisode, qu'il était également un peintre de renom de son temps. Aujourd'hui, on explore ce sujet avec une explication de son œuvre la plus emblématique, Juin flamboyant. Alors, Juin flamboyant, ou Flaming June dans sa langue originale, est le tableau emblématique de l'artiste britannique Frederick Layton. Il s'agit d'une huile sur toile d'un surprenant format carré de 119 cm par 119 cm, peint et exposé pour la première fois en 1895 à la Royal Academy of Arts de Londres, dont le succès populaire fut d'ailleurs totalement immédiat. La fascination pour cette toile est de nos jours toujours présente. Essayons de découvrir ensemble et de comprendre le magnétisme que nous fait ressentir cette œuvre. Donc pour comprendre ce succès contemporain, il faut préciser que le style de l'artiste convenait totalement au goût de l'élite culturelle britannique, mais aussi qu'en 1878, soit en amont de la présentation de cette toile, eh bien Lord Layton, il devient président de la Royal Academy of Art, qui est donc la première institution artistique de Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il est déjà bien positionné en fait en termes de visibilité et donc de potentiellement avoir du succès avec son travail. Et puis les lords aussi, je pense que ça aide un petit peu en passant. Donc Lord Layton, il était déjà connu à cette époque et admiré et envié par ses compatriotes, et d'ailleurs il était surnommé Jupiter Olympe, reflétant son statut imposant et un petit peu un ego développé, je ne sais pas, bref. Donc il a donc un statut déjà bien présent dans le monde de l'art, et sa passion pour l'antiquité grecque et romaine, eh bien, elle est déjà connue, vu le surnom qu'il a déjà, et c'est une esthétique que vous retrouvez d'ailleurs dans cette œuvre. Donc dans les années 1890, Layton avait donc déjà acquis cette solide réputation qu'il devait donc à présent défendre pour maintenir son statut. Donc son choix se porte alors à ce propos sur une spécialisation dans les représentations de femmes sous des formes allégoriques ou mythologiques, ou les deux, leur attrait érotique étant, discipliné, lissé un petit peu par une espèce de grandeur élégante. Voilà, c'est un peu un prétexte à dessiner des choses qui sont quand même, je pense, vaguement érotisantes. On voit bien qu'il y a une sensualité dans ce tableau, par exemple, mais attention, c'est toujours sous couvert de quelque chose de propre, je dis de propre parce que le sexe, c'est Satan à cette époque-là. Bon, c'est toujours un petit peu le cas maintenant, mais je sais pas pourquoi je dis ça, bon, bref, peu importe. Je reviens à mes moutons. Donc, ces sujets, en fait, ils vont lui servir en quelque sorte de point de départ, en fait, pour montrer son talent de coloriste, parce que vraiment, en matière de couleur, son travail est vraiment merveilleux, je peux pas le dire autrement, mais aussi, ça va lui permettre de montrer ses qualités en matière de composition savante, avec des poses qui sont complexes, et puis avec des drapés qui sont, je vais dire ici, presque tourbillonnants, en fait. Donc, dans Flaming June, dans Juin flamboyant, on le voit, il a exécuté à la perfection les éléments de cette stratégie que je viens de vous énoncer. Donc le sujet de son chef-d'œuvre, puisque c'est vraiment considéré comme étant son chef-d'œuvre, eh bien à la base il est on ne peut plus simple et il pourrait se résumer ainsi de façon vraiment très simpliste. Il s'agit d'une femme endormie. Voilà, c'est tout. Il s'agit d'une femme endormie et ce sujet est suffisant pour en faire quelque chose d'extrêmement radieux et d'assez merveilleux à regarder. Donc ici, on a le talent de coloriste de Layton qui explose littéralement dans cette toile, et même sans connaître le titre du tableau, on devine aisément la saison où se déroule la scène, avec l'éclat du soleil qui brille sur l'eau, mais aussi on a cette présence de cette branche de laurier rose, qui est une plante qui fleurit le plus abondamment en mai et juin. Et d'ailleurs, on devine, en fait, je sais pas vous, mais moi je ressens ce soleil qui cuit la peau de cette jeune femme qui, bien qu'installée confortablement à l'ombre d'un espèce de auvent doré, eh bien se retrouve avec la joue et l'oreille légèrement rougie, comme légèrement rougie par le soleil.
Donc toute cette scène, elle est extrêmement savamment orchestrée par l'artiste, mais elle n'en reste pas moins au final qu'une opportunité de contemplation d'un très beau corps pour le spectateur. Hein, en effet, vous avez ce personnage principal, donc qui est une femme magnifique, simplement vêtue d'une robe d'inspiration antique, plus que semi-transparente, qui nous est offerte au regard dans une pose nous suggérant qu'elle ignore totalement qu'elle est observée. Donc cette dormeuse, elle nous est donc proposée ainsi, tel un cadeau ignorant notre activité de voyeur. Je pense que c'est important de souligner cet aspect du tableau, même si évidemment on est dans une pudibonderie de l'époque et que on va faire semblant de totalement ignorer que ça nous transforme en voyeur. Donc on va parler maintenant de la pose. Donc concernant cette pose de cette figure principale et unique, eh bien Layton il a soutenu que la pose circulaire de la femme provenait d'une modèle qui se serait assoupie, fatiguée d'avoir posé dans son studio. Ce qui peut être assez difficile à croire, hein, parce que ça n'est manifestement pas une position que quiconque pourrait occuper longtemps, qui a l'air quand même assez peu confortable pour être endormi et pour se reposer, mais admettons. Et pour autant d'ailleurs, quoi qu'en dise notre Lord, eh bien on ne peut s'empêcher de penser à la sculpture dite La Nuit de Michel-Ange, avec cette posture si particulière et contorsionnée, mais aussi dans cette idée de canon de beauté, de sensualité, de tranquillité, également de vulnérabilité en fait je dirais, et ça me semble être une source plus que possible d'inspiration pour l'artiste. Donc concernant le modèle professionnel lui-même, parce que Layton aimait travailler d'après modèle vivant, il pourrait s'agir d'une de ses deux modèles professionnels préférés, voire d'un mix des deux, c'est ce qui est souvent retenu, donc je ne sais pas, moi je n'étais pas présente, donc il pourrait s'agir de Dorothy Dane ou de Mary Lloyd. Voilà, Mary Lloyd qui n'est ni la sculptrice et militante galloise connue, ni la peintre qui était donc une modèle de l'artiste. Mais on retourne à la position représentée, qui nous montre en fait la capacité de l'artiste à représenter des poses compliquées. Ici, c'est très clairement chorégraphié comme un arrangement qui est presque intenable physiquement et ne pouvant exister que sur cette toile en fait dans la durée. Donc on voyait un petit peu comment la femme elle se recroqueville sur elle-même, ses membres sont repliés et fléchis dans des angles peu confortables et entrelacés, je vais dire. Pour obtenir un petit peu cet effet de spirale, eh bien Layton il a triché avec les proportions de la silhouette, notamment au niveau de la cuisse allongée de la femme, et il lui a accordé une flexibilité un petit peu improbable, ou en tout cas une flexibilité de contorsionniste. Et donc en fait, ce détail, en fait, il ne se perçoit pas au départ, en fait. C'est vraiment si on y prête attention et qu'on reste devant et voilà, et qu'on se rend compte, je dirais presque qu'on cherche des noises à l'artiste, en fait, ou à l'œuvre, qu'on se rend compte de cet aspect, en fait. Et donc c'est très peu remarqué du spectateur, voilà, c'est pas quelque chose qui choque, puisque l'œil il est d'abord attiré par ce corps qui est vu à travers un tissu translucide et collant, avec cette anatomie à la chair absolument superbe, qui est rendue par un travail au pinceau qui est si virtuose et délicat que en fait on est séduit par l'acceptation de cette illusion, au point de ne pas songer à l'aberration que ça représente. C'est un petit peu, je vais faire une aparté, mais c'est un petit peu le même genre d'illusion, ici en beaucoup plus fine, si vous voulez mon avis, que dans la composition de la grande odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres, qui certes est d'une incroyable beauté, c'est absolument remarquable, et qui est d'une incroyable beauté parce que le peintre se permet une distorsion de la réalité du corps pour le magnifier, puisque on voit bien, si on regarde un peu plus longtemps, que son dos il est particulièrement long, il est trop long, qu'il faudrait 3 vertèbres supplémentaires soit présente pour que cette personne puisse avoir l'équivalent d'un dos comme ça, et qu'en plus l'angle est extrêmement peu naturel concernant la jambe gauche, et que très clairement Ingres il préfère volontairement sacrifier la vraisemblance à une vision de la beauté et au fait de pouvoir représenter cette vision. Bon, et chez Layton, là, c'est la même chose, même si pour moi, pour le coup, c'est 1000 fois plus subtil en termes de distorsion du réel, et ça choque moins que cette grande odalisque qui reste une merveille de l'histoire de l'art. Donc dans cette toile de Layton, l'accent il est volontairement mis sur la couleur et la forme, et c'est ce qui en fait une œuvre du mouvement dit en anglais aesthétique, soit tout simplement esthétique.
Donc c'est un mouvement esthétique de Grande-Bretagne qui va approximativement de 1860 à 1900, qui visait à échapper à la laideur et au matérialisme de l'ère industrielle, en se concentrant plutôt sur la production d'un art beau, plutôt que d'un art qui aurait eu un sens plus profond en fait. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'art pour l'art en fait, l'esthétique pour l'esthétique. Donc les artistes et designers de ce culte de la beauté, on va appeler ça comme ça, ont créé certaines des œuvres d'art les plus sophistiquées et les plus sensuellement belles de la tradition occidentale. Vraiment, il existe des choses absolument extraordinaires qui sont belles et qui finalement ne racontent pas forcément énormément de choses derrière. Donc ça convient ou ça ne convient pas selon le public. Mais bref, ce faisant, on refait un peu le monde domestique des classes moyennes britanniques, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que si vous avez vu mes vidéos sur Whistler, vous comprenez cette vision de l'art pour la recherche esthétique, puisque Whistler, en fait, il peut lui-même être affairé à ce mouvement esthétique. Quelque part, il en fait partie, même s'il a créé son propre mouvement, qui est le whistlerisme. Allez voir ma vidéo si vous savez pas de quoi je parle. En tout cas, Layton ici, il le fait lui-même, il le fait à sa propre sauce. Donc Juin flamboyant, c'est une très bonne illustration de la confiance de Layton dans la puissance de sa conception. Et donc il nous présente une œuvre qui n'a quasi pas de scénario, qui n'a pas d'embellissement symbolique, comme il se devait plutôt alors en fait. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Oui, si, vous pouvez voir en fait que la scène ne semble pas contenir d'action implicite et très peu d'accessoires, en dehors, on l'a dit, du décor et du vêtement de la femme qui évoque la Grèce ou la Rome antique. Il n'y a aucun autre détail qui marque une époque, un lieu précis ou une référence narrative ou symbolique quelconque. Donc ici, on est vraiment, très simplement, en pleine imagination et vision onirique, esthétique de l'artiste. Et ça suffit, et ça marche, et ça crée une œuvre qui, en tout cas pour moi, a un impact visuel très fort et qui dégage quelque chose de très sensuel et de très agréable à regarder. Donc pour en finir avec l'histoire de cette peinture, eh bien sachez que si cette toile triompha lors de l'exposition de 1895, eh bien son moment de gloire fut de courte durée, puisque, eh bien, en effet, la mort de Layton l'année suivante sonna un petit peu comme le glas de toute une époque. Et à mesure que des mouvements plus modernes en matière de peinture et d'art gagnent du terrain à ce moment-là, comme l'impressionnisme, le post-impressionnisme, l'abstraction, la vision artistique que proposaient Layton et ses contemporains du mouvement esthétique, elle commence à être considérée comme surannée, comme dépassée, comme vieillotte, et elle est un petit peu dénoncée et reléguée à quelque chose de sentimental et de mièvre par beaucoup de conservateurs, d'universitaires et de critiques d'art. Donc finalement cette toile, eh bien, elle est très très rapidement perçue comme superficielle et insipide, et le tableau, eh bien, il sombre dans l'oubli, très peu de temps après la mort de Layton. D'ailleurs, on ne sait même pas où il se trouvait à certaines époques, par exemple de 1830 à 1962, aucune idée de qui possède ça, de où est-ce que c'est relégué. On sait juste qu'en 1862, il réapparaît sur le marché de l'art sans son cadre d'origine. Donc ce tableau, il est alors acheté par le marchand londonien Jeremy Mass. Non, pardon, je dis des bêtises. Il est acheté au marchand londonien Jeremy Mass par Luis A. Ferré, qui est le fondateur du musée de la ville de Ponche à Porto Rico, qui est l'un des principaux musées des Grandes Antilles. Et donc en 1863, il l'acquiert pour la somme ridicule de 2000 livres. Oui, 2000 livres, 7 merveilles. Je sais pas vous, mais moi j'aurais bien aimé me l'acheter pour 2000 livres, mais bon, c'est pas grave, ça n'arrivera jamais. Donc au fil des décennies, soyons un peu sérieux, on se retrouve dans un réengouement pour Layton et pour l'art du 19e siècle, qui refait surface en fait, et finalement cette toile, elle est de nouveau considérée comme le chef-d'œuvre de l'artiste, et elle redevient une œuvre incontournable de l'histoire de l'art du 19e siècle. Elle reprend ainsi tous ses galons qu'elle avait lamentablement perdus pendant un instant. Alors n'hésitez pas mes lapins à me dire en commentaire ce que vous pensez personnellement de cette œuvre. Est-ce que vous aimeriez avoir une biographie de l'artiste avec le reste de son travail ? Dans tous les cas, merci pour votre écoute, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes nouveau ici, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, j'essaye de toujours y répondre. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.